L'océan Pacifique, dans son immensité, semble éternel et immuable. Mais c'est précisément dans ces froides profondeurs que se cachent des secrets capables de changer le cours de l'histoire mondiale. Le 24 février 1968, le sous-marin diesel électrique soviétique numéro 129 quitta le port de Petropavlovsk-Kamtchatski pour une patrouille de combat. À son bord se trouvaient 3 missiles balistiques à ogive nucléaire, capables de rayer de la carte des mégalopoles entières. Le commandant de premier rang Vladimir Kobzar menait son équipage pour une mission habituelle, qui devait durer 90 jours. Cependant, 2 semaines après le début de la mission, la communication avec le navire fut soudainement coupée. L'énorme structure d'acier pesant 2800 tonnes disparut simplement des radars et des ondes radio. La direction soviétique sombra dans un état de panique silencieuse, car la perte d'un porte-missile stratégique signifiait non seulement la perte d'une unité de combat, mais aussi le risque que des codes et des technologies secrètes tombent entre les mains de l'adversaire géopolitique. Pendant 2 mois, des dizaines de navires de la marine de l'Union des républiques socialistes soviétiques ont fouillé la partie nord du Pacifique, mais les recherches n'ont donné aucun résultat. La profondeur de 5000 mètres gardait fidèlement sa proie. Finalement, la partie soviétique déclara officiellement le sous-marin porté disparu, espérant que personne ne pourrait jamais atteindre ces débris. Pendant qu'à Moscou, on analysait les causes de la catastrophe, à Washington, on observait attentivement l'agitation des groupes de recherche soviétiques. Les États-Unis d'Amérique possédaient à cette époque un système avancé de surveillance hydroacoustique, connu sous le nom de SOSUS. Ce réseau de microphones sous-marins a enregistré une étrange explosion sonore le 8 mars 1968. Une analyse minutieuse des données acoustiques a permis aux spécialistes américains de déterminer les coordonnées de l'épicentre de l'explosion avec une précision de quelques miles. Alors que l'Union soviétique cherchait son sous-marin dans une zone, le service de renseignement des États-Unis savait déjà où il reposait. Pour confirmer la découverte, le sous-marin atomique secret Halibut, équipé des dernières technologies de l'époque, fut envoyé sur place. À l'aide de caméras sous-marines remorquées par des câbles, les Américains réussirent à prendre des dizaines de milliers de photos de la coque déformée du navire soviétique. Les images montraient clairement les silos de missiles et le kiosque où des codes de communication secrets pouvaient être stockés. La découverte de l'objet à une profondeur de 5 km marqua le début de l'une des opérations les plus ambitieuses et coûteuses de l'histoire du renseignement. La Central Intelligence Agency réalisait que les méthodes traditionnelles de récupération de navires ne fonctionneraient pas ici. Aucune grue au monde ne pouvait supporter la charge en travaillant à une distance aussi colossale de la surface. De plus, l'opération devait être menée dans le plus grand secret, juste sous le nez des navires de renseignement soviétiques qui patrouillaient constamment dans les eaux neutres. L'idée semblait folle, construire un navire gigantesque, équipé d'une pince mécanique qui descendrait au fond, saisirait le sous-marin et le remonterait. Au sein de la CIA, le projet reçut le nom de code Azorian. Le problème était de savoir comment expliquer à la communauté mondiale et aux espions soviétiques la construction d'un énorme navire avec un étrange trou dans la coque. Il fallait une légende, si vaste et convaincante que personne ne soupçonne les véritables intentions de Washington. C'est alors qu'entra en scène l'un des hommes les plus mystérieux du XXe siècle, le milliardaire Howard Hughes. Hughes, connu pour son comportement excentrique et sa passion pour l'innovation, était parfait pour le rôle de couverture. Il fut annoncé au public que le milliardaire avait décidé de se lancer dans l'extraction de nodules de manganèse du fond de l'océan. Ces petites formations, riches en métaux rares, existaient réellement à de grandes profondeurs, et leur extraction industrielle semblait être la prochaine étape logique pour un capitaliste progressiste. Pour réaliser cette tâche, une entreprise appelée Global Marine fut créée, et la construction du navire fut confiée à un chantier naval en Pennsylvanie. Le navire, nommé Glomar Explorer, impressionnait par ses dimensions. Sa longueur était de 189 mètres et son déplacement dépassait 50 000 tonnes. Au centre de la coque se trouvait une énorme section creuse que les ingénieurs appelaient le bassin lunaire. Dans la partie inférieure du navire se trouvaient des vantaux qui pouvaient s'ouvrir, permettant à une pince mécanique, surnommée Clémentine, de descendre dans l'abîme.
Toute cette construction coûta aux contribuables américains la somme incroyable de 350 millions de dollars à l'époque. La réalisation technique du projet Azorion exigeait la résolution de problèmes jusqu'alors considérés comme insolubles. Pour maintenir le navire précisément au-dessus du point d'immersion en pleine mer, un système de positionnement dynamique fut développé. 5 moteurs puissants, contrôlés par des ordinateurs, compensaient les effets des courants et du vent. La pince mécanique Clémentine était un système complexe de 8 mâchoires d'acier qui devait se refermer délicatement autour de la coque fragile et endommagée par la pression du sous-marin soviétique. La descente de la pince ne s'effectuait pas par des câbles qui se seraient inévitablement étirés sous leur propre poids, mais par une colonne rigide de tubes d'acier. Chaque tube mesurait 9 mètres de long et les ouvriers devaient les assembler successivement, créant une colonne verticale de 5 km. Ce processus rappelait le forage d'un puits de pétrole, mais avec la précision d'un travail d'orfèvre dans des conditions de tangage constant. Le monde intérieur des participants à l'opération était rempli d'une tension extrême. Ingénieurs, marins et agents de renseignement menaient une double vie. Même les familles de nombreux employés ne savaient pas ce que leurs proches faisaient réellement. À l'intérieur du Glomar Explorer régnait une atmosphère de discipline de fer et de paranoïa. Chaque étape était contrôlée et tout écart par rapport au plan pouvait entraîner l'échec de toute la mission. Les ambitions personnelles des dirigeants du projet se mêlaient à la peur d'un éventuel scandale international. Si les marins soviétiques avaient découvert que les Américains tentaient de voler leurs propriétés, cela aurait pu conduire à un affrontement militaire direct. La pression psychologique était accentuée par la conscience qu'ils travaillaient sur un site devenu la fosse commune de 98 marins soviétiques. Le respect de l'adversaire et l'excitation professionnelle créaient un étrange cocktail moral dans l'âme de ceux qui étaient à bord. Sur le plan idéologique, l'opération Azorian fut l'incarnation de l'affrontement de deux systèmes. D'un côté, la discrétion soviétique et la volonté de sacrifier des ressources pour préserver des secrets. De l'autre, la conviction américaine que tous les obstacles techniques pouvaient être surmontés par l'argent et le génie de l'ingénierie. Ce fut une compétition non seulement d'armement, mais aussi d'imagination. L'idée de voler un sous-marin entier à 5 km de profondeur semblait être une œuvre de science-fiction, mais dans le contexte de la guerre froide, la frontière entre le possible et l'impossible s'estompait. Le paradoxe était que, pour obtenir des informations sur les codes de l'ennemi, les États-Unis avaient construit le système le plus cher du monde, qui devint lui-même un secret technologique d'une importance exceptionnelle. La convergence des intérêts ne se produisait pas seulement dans les bureaux des politiciens, mais aussi dans le tissu même de la réalité, où les coûts matériels se mesuraient non seulement en dollars, mais aussi en risque de conflit mondial. Le 4 juillet 1974, jour de l'indépendance des États-Unis, le Glomar Explorer est arrivé à destination. La phase active de la récupération a commencé. Semaine après semaine, la colonne de fer s'enfonçait toujours plus profondément dans les eaux sombres. Lorsque la pince du Clémentine a atteint le fond et touché le métal tordu du K-129, les capteurs à bord du navire ont enregistré le contact. Les cœurs de centaines de personnes se sont arrêtés. Les mâchoires de la pince se sont refermées lentement, retenant solidement le fragment du sous-marin. Le lent processus de remontée a commencé. Toutes les quelques minutes, un nouveau tuyau était détaché de la colonne et la charge remontait. Cependant, à une profondeur d'environ 2700 mètres, un imprévu s'est produit. La conception de la pince, faite d'acier spécial à haute résistance, n'a pas supporté la tension colossale. Un bruit sourd s'est fait entendre et 3 des 8 mâchoires du Clémentine ont cédé. La majeure partie du sous-marin soviétique, y compris les silos de missiles et le compartiment avec l'équipement de chiffrement, a glissé de la pince et est retombé dans l'abîme, se détruisant complètement à l'impact sur le fond. Seule la partie avant du sous-marin, d'environ 12 mètres de long, est restée entre les mains des Américains. Ce fut un coup dévastateur pour les ambitions du projet. Cette section ne contenait ni les codes, ni les secrets majeurs sur lesquels la Central Intelligence Agency avait tant compté. Cependant, la procédure de récupération devait être achevée. Lorsque le fragment du bateau est finalement entré dans le bassin lunaire, les portes du Glomar Explorer se sont fermées et le navire a commencé son voyage vers les côtes des îles Hawaï.
À l'intérieur de la section remontée, les corps de 6 marins soviétiques ont été découverts. Malgré la dureté de la confrontation entre les deux superpuissances, le commandement américain a décidé d'organiser une cérémonie d'adieu avec tous les honneurs militaires. Les corps des défunts ont été enveloppés dans des drapeaux soviétiques et au son de l'hymne national de l'Union des républiques socialistes soviétiques, interprété en russe, ils ont été confiés à l'océan. Cet acte de profond respect envers l'ennemi tombé est devenu l'un des moments les plus humains de toute cette histoire sombre. Le dénouement de ce grand drame est arrivé de manière inattendue. Bien que la CIA ait planifié une deuxième expédition pour récupérer les parties restantes au fond, des informations sur l'opération ont fuité dans la presse. Au début de l'année 1975, le journaliste Seymour Hersh et le journal Los Angeles Times ont publié une enquête sensationnelle. La légende des nodules de manganèse a été détruite. Le monde entier a appris que, sous couvert de recherches pacifiques, les Américains avaient tenté un audacieux enlèvement de propriétés soviétiques. La réaction du Kremlin a été prévisible et sévère, bien que la direction soviétique ait été déconcertée par la prise de conscience que ses secrets étaient si proches d'être révélés. La poursuite de l'opération est devenue impossible en raison de la pression diplomatique et de la menace d'un conflit direct. Le projet Azorian a été officiellement clos, laissant derrière lui un navire gigantesque et des coffres vides au sein des services de renseignement. L'importance de l'opération Azorian pour le monde moderne est difficile à surestimer. Bien que l'objectif principal n'ait pas été entièrement atteint, ce projet a révolutionné les technologies des grands fonds. Les méthodes de positionnement dynamique, les techniques de soudage des métaux pour travailler sous pression extrême et les systèmes de préhension robotisés sont devenus la base de l'industrie moderne d'extraction de pétrole et de gaz offshore. Mais peut-être, l'héritage le plus connu de cette histoire est la formulation juridique, entrée dans l'usage sous le nom de « réponse Glomar ». Lorsque les journalistes ont commencé à bombarder le gouvernement de questions sur l'opération, les avocats de la CIA ont inventé la phrase « Nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer cette information ». Cette réponse standard est encore utilisée par les services spéciaux du monde entier pour protéger les intérêts de l'État. L'opération a montré que dans le monde de la haute politique, l'information est la monnaie la plus précieuse, pour laquelle les États sont prêts à prendre des risques insensés. Les leçons de ce thriller technologique nous rappellent la fragilité de la vie humaine face aux intérêts de l'État. La tragédie de l'équipage du K-129 et les efforts colossaux de ceux qui ont tenté de renflouer leur navire soulignent la nature paradoxale de l'homme. Nous sommes capables de dépenser des milliards pour percer les secrets des autres, tout en faisant preuve d'une noblesse sincère, en rendant les derniers hommages à ceux qui, hier encore, étaient nos adversaires potentiels. L'opération Azorian reste un symbole d'une époque où les limites du possible n'étaient déterminées que par l'audace de l'ingénierie et la profondeur du budget de l'État. Aujourd'hui, en regardant les eaux calmes de l'océan Pacifique, il est difficile d'imaginer les passions qui ont fait rage ici à 5 km de profondeur et les machines incroyables qui ont fonctionné dans l'obscurité totale des abysses. En conclusion de ce récit, nous retrouvons le même sentiment de silence qu'au début. L'océan conserve toujours les restes du sous-marin soviétique, et l'histoire de son renflouement est devenue une légende, combinant les traits d'un roman d'espionnage et d'une réalisation scientifique. Le fait que l'humanité ait pu étendre sa main de fer au fond de l'océan a changé à jamais notre perception de la planète. Nous avons compris que même à la profondeur la plus incroyable, il n'y a pas d'endroit caché de la curiosité humaine. Et bien que les codes de cette époque soient depuis longtemps obsolètes et que l'affrontement des systèmes fasse désormais partie des manuels d'histoire, l'esprit de recherche et la volonté de défier l'impossible continuent de faire avancer le progrès. En fin de compte, l'opération Azorian n'était pas seulement une tentative d'obtenir des secrets, mais aussi un grand test du potentiel humain, prouvant que même les secrets les plus profonds finissent par refaire surface. Chaque fois que nous sommes confrontés à l'inconnu, nous devons nous souvenir de ces ingénieurs et marins qui ont travaillé à bord du Glomar Explorer. Leur travail, caché sous le voile du secret pendant des décennies, nous rappelle aujourd'hui que la science et le renseignement authentique vont souvent de pair, créant des outils qui servent ensuite l'humanité tout entière. L'histoire du K-129 n'est pas seulement le récit d'un sous-marin coulé, c'est un monument à la persévérance humaine et à la complexité de notre monde, où même au cœur de l'océan glacial,
Il peut y avoir de la place pour le respect, la mémoire et de grandes découvertes. Nous continuons d'explorer les profondeurs, tant physiques qu'historiques, y trouvant des réponses aux questions que nous nous sommes posées il y a de nombreuses années. Et ce lien des temps reste indissociable, telle une colonne d'acier plongeant dans le bleu insondable de l'océan Pacifique. L'année 1974 restera à jamais gravée dans les annales de l'histoire, comme le moment où l'humanité a pour la première fois véritablement pris conscience de l'ampleur de ses capacités technologiques. Malgré un succès partiel, l'opération Azorian a démontré qu'il n'y avait pas d'obstacle trop grand pour atteindre la supériorité stratégique. C'était l'époque des héros, des aventuriers et des génies, dont la contribution au développement technologique se fait sentir encore aujourd'hui. Et même si la plupart des secrets du cas 129 sont restés au fond, le fait même de cette tentative en dit plus sur nous que toute information obtenue. Nous sommes des êtres qui ne savent pas renoncer face à l'infini, et c'est là notre principale force et notre principal mystère. En fin de compte, tous les événements de cette époque, de l'explosion mystérieuse de Mars aux funérailles solennelles de juillet, s'assemblent pour former un tableau unique de la quête humaine de connaissance et de domination. Nous apprenons de nos erreurs, nous construisons des navires gigantesques et nous plongeons dans l'abîme pour nous comprendre nous-mêmes. Et tant que les vagues continueront de frapper les flancs des navires de recherche, nous saurons que là-bas, en bas, sous une pression énorme et dans un froid éternel, repose une partie de notre histoire commune, qui fut un jour troublée par la poigne de fer de la Clémentine. Cette histoire est terminée, mais ses échos se feront entendre longtemps encore, nous rappelant ce que nous sommes prêts à faire pour accéder à la vérité, cachée sous 5 kilomètres d'eau, 139 mètres de coque en acier, 5000 mètres de profondeur et 350 millions de dollars. Ces chiffres sont à jamais inscrits dans l'histoire de la guerre froide. Mais derrière chaque chiffre, il y a des hommes, leurs peurs, leur travail et leur conviction qu'ils accomplissent quelque chose de vraiment important. Aujourd'hui, alors que nous pouvons librement discuter des détails de l'opération Azorian, nous y voyons non seulement un acte d'espionnage, mais aussi la plus grande prouesse d'ingénierie de son temps. Le monde est devenu plus transparent, mais les mystères de l'océan continuent d'attirer ceux qui sont prêts à tout risquer pour un instant de vérité. Et tant que de telles histoires existeront, notre imagination s'efforcera d'aller là où la lumière disparaît et où commence le véritable mystère. Dans ce silence, où reposent les vestiges de grandes machines et d'hommes courageux, nous trouvons des leçons d'humilité et de fierté. L'humilité face à la puissance de la nature, si difficile à maîtriser, et la fierté de l'intellect capable de créer le Glomar Explorer. Que cette histoire serve de rappel que même dans les moments les plus sombres, l'humanité aspire à la lumière de la connaissance, aussi complexe et dangereuse que soient les voies qui y mènent. Nous achevons notre voyage dans les profondeurs du passé, mais de nouveaux horizons nous attendent, qui exigeront non moins de courage et de maîtrise, et à chaque nouveau pas vivra une partie de l'expérience acquise dans les eaux du Pacifique pendant ces années lointaines et tendues.